festival. Et puis ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous conversons tout à fait tranquillement ici sur l'espace du café littéraire qui sera évidemment tout au long de ce samedi et de ce dimanche, et même de vendredi après-midi, un petit peu plus encombré. Pascal Marmé nous avait gratifié d'un roman l'année dernière, le roman du parfum. Nous avions découvert un certain nombre de choses en sa compagnie, et cette année, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai quelque chose qui concerne le café, le roman du café. Vous avez tous pris un café ce matin, et en parlant hors micro avec Pascal Marmé pour préparer très rapidement cette mini-interview, les chiffres sont absolument hallucinants. Bonjour Pascal Marmé. Ah, alors... Et Laurie, tu peux ouvrir le micro de Pascal? Ah. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Pascal. Donc le café, c'est quelque chose, c'est une institution. Il y a des chiffres qui sont absolument extraordinaires que tu disais tout à l'heure. Il y a des chiffres absolument extraordinaires. Nous buvons chaque seconde dans le monde, chaque seconde, 12 000 tasses de café. C'est absolument incroyable. Ce qui nous donne à l'année, nous buvons dans le monde entier 440 milliards de tasses de café par an. C'est colossal, c'est considérable. Ça représente la moitié des ressources d'un pays comme la Colombie. C'est le deuxième produit échangé après le pétrole. C'est la deuxième boisson européenne après l'eau. Et c'est la troisième boisson mondiale après l'eau et le thé. Parce que le thé est très présent, comme vous savez, dans les romans, dans les pays asiatiques. Et anglo-saxons peut-être. Et anglo-saxons aussi. Mais le café, c'est quand même considérable. 440 milliards de tasses par an, c'est énorme, c'est colossal. Donc ça méritait bien un roman. Et plus qu'un roman, ce livre est pour paraphraser la collection de Jean-Claude Simone, un mini-dictionnaire amoureux du café, puisque vous avez dans la première partie le roman du café, donc, et dans la deuxième partie, vous avez toute l'histoire du café, donc, avec toutes les dates importantes dans l'histoire du café. Et puis plein de petites rubriques très intéressantes, comme les femmes et le café, comment boit-on un café dans le monde, avec toutes les cérémonies dans tous les pays, les grands crus de café, parce que vous savez, comme le vin, le café a ses grands crus, j'ai recensé plus de 400 grands crus de café. C'est absolument incroyable. Et puis donc l'abécédaire amoureux du café, la santé et le café, le sommeil et l'accoutumance, vertus et recettes du marc du café. Enfin, c'est vraiment un livre complet, je vous dis, un mini-dictionnaire amoureux sur le café. Alors Pascal, une anecdote, un jour je pars en Charente, et pays du Cognac, parce que j'étais à Cognac, et on me dit, est-ce que tu prends ton café pieds nus? Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que tu dois le savoir. Oui, c'est le café arrosé. Arrosé, voilà, avec du cognac. Et alors, l'association du café, d'un bon café et d'un petit peu de cognac, c'est assez magique. Ah bah oui, c'est magique, mais bon, il ne faut pas en abuser. Il faut user, pas en abuser. C'est comme le café, hein, vous savez. J'ai tout un chapitre sur le café et la santé. Et je me pose la question au début du livre, café, qui es-tu, poison, médicaments, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant quels sont les effets du café sur la santé. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, je le dis aussi. Le café, ça peut être un poison ou un médicament selon la posologie qu'on utilise. Si on en boit jusqu'à 5 à 7 tasses par jour, ça va, mais vous avez des gens qui sont vraiment addicts à cette boisson, qui boivent entre 15 et 20 tasses par jour, et là, il faut faire attention à certaines choses, notamment les maladies liées à l'estomac, les maladies cardiaques, etc. Les reins aussi. Oui, il faut faire attention à ça. Mais si on en boit raisonnablement et si on boit du bon café, comme du vin, c'est la même chose. Si on boit des grands crus de café, là on n'a absolument aucun problème. User, ne pas abuser. C'est comme dans tout. C'est comme une question de posologie. Et de dosage. Alors, rapidement, Pascal, qu'est-ce que tu as fait comme voyage? Tu es parti en Colombie pour réaliser ce livre. Il y a quelques photos à l'intérieur. Quelles ont été les rencontres? Qu'est-ce que tu as découvert? Alors, j'ai rencontré au festival de Toulon une dame qui était venue me rencontrer, enfin qui était venue me voir il y a 2 ans sur mon stand, et qui avait acheté le roman du parfum à l'époque, l'année dernière. Et elle m'avait dit que son frère, qui s'appelait Philippe Combesco, vivait en Colombie depuis une dizaine d'années, parce qu'il avait tout quitté. Donc c'est un Français qui travaillait à la communauté européenne à Bruxelles. Du jour au lendemain, à 53 ans, il a tout quitté. Il a vendu son appartement à Bruxelles, il avait un petit appartement à Paris, il l'a vendu aussi. Il est parti vivre en Colombie avec sa maman. C'est absolument incroyable. Il a racheté une finca en ruine.
Et il est parti là-bas, sur les hauts plateaux de Popayan, en Colombie, à 450 km de la capitale Bogota. Et donc il m'a invité là-bas, et je suis allé en Colombie. Donc il est venu me chercher avec son 4x4. Et de la capitale Bogota, on a traversé en fait une bonne partie de la Colombie. On a fait 500 km en 4x4 de nuit. Donc j'avais un peu peur, mais bon, j'étais rassuré parce que lui il vit depuis 10 ans là-bas, donc il connaît un peu tout le monde, etc. Et ce qui m'a pas fait peur, c'est que, enfin ce qui m'a rassuré un petit peu, c'est que tout le long de la route, on avait des camions de l'armée. Ça, oui, ça m'a rassuré un peu. Oui, enfin bon, ça sécurise un petit peu, mais c'est vrai que c'était logique d'avoir une petite appréhension. Enfin, il avait quand même le flingue de la voiture, hein, quand même. Au oui, cas où. On sait bien que... Tout le monde est armé là-bas. Hein, oui, oui. Et donc... Enfin, ça va, je suis revenu, je n'ai pas été enlevé par les phares, il n'y a pas de problème. Je suis resté 10 jours quand même. Hein. 10 jours, donc j'ai ramené des photos magnifiques et surtout j'ai rencontré des petits producteurs de café qui travaillent à l'ancienne, qui font leur engrais eux-mêmes, macérés à base d'algues, à base de tabac macéré, etc. Ils n'utilisent aucun produit chimique pour leur café. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis la petite couleur sur la couverture, vous avez 2 feuilles vertes, parce que je parle de café biologique, je parle de café équitable, et ça c'est très important. Si vous voulez boire un bon café, buvez du café équitable, ça aide les pays en difficulté, etc. On le paye un tout petit peu plus cher, mais vraiment ça vaut le coup. Au goût, ça se ressent vraiment. Alors, c'est une affaire de goût, mais par exemple, j'ai entendu ce matin une dame qui disait il y a de l'arabica, ou il y a... C'est quoi parce que le café, le dosage idéal, encore que c'est toujours une affaire de goût. Alors, déjà en matière de café, il n'y a que 2 sortes de café. Il y a beaucoup de gens qui parlent du moka. Le moka, c'est une sous-définition en fait. Il y a 2 sortes de café dans le monde. Vous avez l'arabica et vous avez le robusta. L'arabica, comme son nom l'indique, c'est un café qui trouve son mot dans l'origine arabe, mais en fait qui est utilisé surtout en Amérique centrale, Guatemala et en Amérique du Sud, Brésil, Colombie, etc. C'est un café, c'est le meilleur des cafés, l'arabica. Moi personnellement, je bois toujours de l'arabica 100%. C'est le café le plus léger, qui se boit facilement. Vous pouvez même le boire à 20h ou 21h avant d'aller vous coucher, vous allez pouvoir dormir sans problème. Maintenant, vous avez, et tous les grands crus sont recensés uniquement dans l'arabica quand même. Hein. Après, vous avez le robusta. Le robusta, comme son nom l'indique, il est robuste. C'est un café qui vient d'Afrique. C'est un café qui est très chargé en caféine, 4 fois plus que l'arabica. Donc celui-là, il ne faut pas le boire le soir. Il faut le boire le matin. Maintenant, ils font, chez les petits torréfacteurs, ils font énormément de mélanges. Ils appellent ça des blends. Le mélange idéal, pour moi, hein, j'aime bien le 100% arabica, mais le mélange idéal pour moi, ce serait 80% d'arabica et 20% de robusta. Alors, tout à l'heure, en introduction, on parlait de ce que représente ce marché tout à fait extraordinaire. Mais quand on voit, si je vous dis Wattels, hein, quand on voit Wattels, et quand on voit c'est marié récemment. Hein. Oui, j'ai vu ça, oui, absolument. Mais quand on voit ce qu'a Nespresso, je veux dire, avec ce marché des capsules, ces machines, c'est un véritable, mais c'est un business qu'on peut même pas imaginer à une certaine époque où on était encore avec nos cafetières à filtres, avec nos filtres en papier. Alors voilà, mais c'est très intéressant ça, parce que je vais vous raconter une anecdote. J'ai failli rencontrer Georges Clooney, mais malheureusement je ne l'ai pas rencontré. Parce que j'étais à la foire de Bruxelles avec mon ami Jean-Claude Roger qui est là, qui filme le petit entretien qu'on a. Et il y a Michel Drucker qui est venu nous voir, il m'a pris le roman et il m'a dit c'est très intéressant pour en parler. Je lui ai dit mais vous recevez Georges Clooney le 1er mars, est-ce que vous pouvez lui donner le livre? Et il m'a dit malheureusement Pascal, l'émission est déjà enregistrée depuis un mois et ça aurait été vraiment une bonne idée, parce que je parle beaucoup de Nespresso dans le livre. Évidemment on ne peut pas ignorer ça, ce phénomène, mais c'est un phénomène assez ancien l'Expresso, hein. Attention. En 1976, j'en parle dans le livre, il y a un ingénieur de chez Nestlé, ça ne s'appelait pas encore Nespresso, ça s'appelait Nestlé à l'époque, qui a inventé la fameuse capsulette venue de l'espace non Schengen, parce qu'on ne va pas faire de pub, et tout le monde aura compris qu'il s'agit de Nespresso, mais c'était la petite capsulette a été inventée en 1976 par un ingénieur de chez Nestlé qui s'appelait Éric Fabre. Le monde n'était pas prêt à l'époque parce que nous étions avec nos filtres en papier et notre petite cafetière Moulinex. Moi j'étais enfant et tout le monde, ma grand-mère préparait le café comme ça, tout le monde. Et la capsulette, c'était vraiment de la fiction à l'époque. Il y avait aussi le moulin à café. Oui, le moulin à café, etc. Mais vous savez qu'on fait un excellent café avec un moulin à café parce que le café, il vaut mieux l'acheter en grain et le moudre soi-même que l'acheter déjà moulu. Pour préserver l'arôme. Pour préserver l'arôme et garder tous les arômes de l'arabica. Donc, hein.
Mais bon, donc ils ont inventé cette capsulette et cette dosette et ils l'ont gardée dans les tiroirs pendant 30 ans. Ils l'ont gardée, ils l'ont remisée, la formule était conservée dans les coffres-forts. Ils l'ont ressorti le moment opportun avec toute une série une brochette de stars, Georges Clooney, Matt Damon, enfin bon, il y a tout un tas de gens qui ont travaillé pour Nespresso. Mais ce que je voulais vous dire quand même, le café Nespresso n'est pas mauvais, hein, j'en parle dans le livre, mais je trouve que ce ne sont pas des torréfacteurs. Ils vous vendent l'idée du café, ils ne vous vendent pas du café, ils vous vendent l'idée du café. Et d'ailleurs, quand vous allez un petit peu plus loin chez Nespresso, vous leur demandez quelle est la provenance, etc., quelle est la finca. Là, ils sont très ennuyés parce qu'ils font beaucoup de mélanges. Ils mélangent du Colombie avec du Brésil, enfin bon, ils font leurs petits trucs à eux, leur petite cuisine interne. Et ce que je veux quand même vous dire, c'est que Nespresso et Nestlé, donc bien sûr, puisque c'est la filiale de Nestlé, c'est les Suisses, ça représente 30% du café mondial. C'est énorme, mais il reste encore 70% pour les autres marques. Donc il y a de la place pour tout le monde, et vous avez en France une jeune génération de néo-torréfacteurs, on en a 80 quand même, donc c'est pas rien, qui travaillent à l'ancienne, ils ont des petites boutiques, des petites brûleries, etc. Allez chez eux, et vraiment, ça sent vraiment le café, là, vous avez l'odeur du café, vous avez tout. Et là, vraiment, vous allez découvrir un monde à part, et vous allez boire un café grand cru, un Genesis, un Blue Mountain, un Pacamara, pour à peine plus cher qu'une tasse de café dans n'importe quel zinc de comptoir. Donc allez-y. Dans la région, on a notre ami Jean-Pierre Blanc, que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, Café Malongo, hein, qui était avec moi, on a fait une émission de télé ensemble au Festival de Nice. Et il travaille aussi avec le label Bioéquitable, etc. Donc il fait un excellent café, Jean-Pierre Blanc, de nos amis Malongo. Donc il faut aller voir aussi, il faut aller le rencontrer, il faut aller dans les boutiques Malongo. Allez-y, franchement, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé sur une autre ville, notamment Saint-Laurent-du-Var, avec Malongo, où il faisait vraiment table ouverte. Et pendant toute la durée c'était un salon du bien-être que je présentais, pendant toute la durée du salon, le café était offert par Malongo. Bien sûr, c'est bien. Moi, j'ai fait un partenariat avec lui. Dans le prochain mois, tous les romans du café vont être vendus dans tous les boutiques Malongo. Donc voilà, je dis aussi, c'est sympa, ça, parce que Jean-Pierre Blanc m'a un petit peu aidé. Je l'ai interrogé pour le livre, etc. Et il prévoit un musée de café bientôt en 2016, si tout va bien. Il m'a dit, à la Gaude, donc vous allez avoir un musée international du café à la Gaude, ça va être formidable. Ah, pour terminer avec Nespresso, c'est vrai que quand on va quelque part chez des gens, ils vous ouvrent le coffret avec toutes les petites capsules, on dirait une boîte à bijoux. Ouais. Je veux dire que sur le packaging, ils ont zéro défaut. C'est la luxurisation, voilà, c'est le phénomène, voilà, ils nous vendent l'idée du café. Il y a tout un chapitre sur Nespresso dans le livre. On a l'impression qu'on est à la messe, qui va nous servir la messe. Et là, tout le monde est habillé en noir. Les jeunes garçons, c'est des clones de Georges Clooney. Les jeunes filles sont très jeunes, etc. Et on a l'impression qu'ils nous vendent l'idée du café dans le luxe absolu. Luxe et jeunesse. Luxe et jeunesse, voilà. Beauté, luxe et jeunesse. Alors je me pose la question, peut-être qu'en 2030, la carotte sera un produit rare et qu'on la vendra dans les bijouteries. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et puis en plus, c'est nous donne bonne mine, ce sera toujours ça. Voilà, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce livre, c'est un vrai roman. Hein. C'est l'histoire de Julien qui a 20 ans, qui est aveugle, qui va partir, qui va réaliser son rêve. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraiment dans le thème du festival, puisque le festival, c'est où vont nos rêves. Et mon Julien, mon petit personnage qui a 20 ans, qui est aveugle, qui est formidable, il rêve depuis tout petit d'aller visiter les pays producteurs de café. Donc il rêve d'aller en Colombie, il rêve d'aller au Costa Rica, il rêve d'aller au Guatemala, il rêve d'aller au Brésil, des pays que j'ai visités bien sûr. Et donc il va partir, il va recevoir des indemnités de licenciement, il va partir en Amérique du Sud. Et c'est ses rêves que je raconte en fait. Et il rêve, il a 20 ans, mais depuis qu'il a 3-4 ans, il rêve de la Colombie. Voilà. Et vous, Pascal Jarmé, vous rêvez, ou je te dis, on se tutoie, on vous voit, mais bon. On se tutoie en antenne, on se voit sur le plateau. C'est drôle ça. Donc, le prochain rêve, le prochain roman, c'est ce... Alors, j'en ai 2 l'année prochaine. Je suis très productif en ce moment. Enfin, c'est un hasard un petit peu des calendriers, parce que j'avais écrit un polar l'année dernière pour le Quai des Orfèvres, prix que je n'ai pas eu. Donc cette année, j'ai un éditeur qui m'a contacté et qui m'a proposé de publier ce polar inédit, donc qui est resté un petit peu dans mes tiroirs pendant 1 an. Et donc ça va sortir normalement, vraisemblablement en début d'année. C'est un vrai polar, ça va être édité chez Michalon. Et là, je travaille sur un autre livre, sur le thé.
Hein, on continue dans les La arômes. saga, en fait. Oui. La saga des arômes. Mais là, ce ne sera pas aux éditions du Rocher, ce sera logiquement aux presses de la Cité. Et ce sera pour septembre 2015, donc on pourra en parler lors du prochain festival de Montsartou, puisqu'il sera tout nouveau, tout beau, mon roman du thé, ou La Dame de thé, on est en train de choisir le titre là. Mais j'ai écrit que 3 chapitres, hein, donc il faut laisser le temps. Le thé avec peut-être, vous rectifiez si je me trompe Pascal, mais le côté plus chic peut-être que le café, non? Oui, mais le café c'est plus populaire, vous avez remarqué que le café est partout, on en boit partout, on le trouve partout d'ailleurs, on le trouve dans les gares, dans les hôpitaux. C'est convivial. C'est très convivial, café social, etc. La machine à café au bureau, Caméra Café, la série, enfin voilà, c'est populaire le café. Mais le thé c'est un petit peu plus chic, un petit peu plus snobbish, mais c'est très bien, j'espère avoir j'ai demandé à Roger Moore qu'il me préface le livre, donc j'aimerais bien qu'il... Ah, ça c'est pas mal. Ce serait vraiment bien. Hein. Ça serait la classe. Ce serait vraiment bien, il habite à Monaco et j'ai un ami qui le connaît très bien et il est intéressé par le projet. Ben, rendez-vous est pris pour l'année prochaine, voilà. Le festival 28e, donc 2015. Voilà, merci Pascal en tous les cas de nous avoir fait voyager pour ce café. Avec plaisir. Le roman du café aux éditions du Rocher. Dans la collection de notre ami qui n'est pas là malheureusement cette année, Vladimir Fedorovski, qui a une très belle collection puisqu'on a plus de 140 titres dans cette collection-là. J'avais fait le roman du parfum avec lui l'année dernière. Cette année, le roman du café, toujours dans la collection de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher. Voilà. Et sur le stand, alors je suis chez nos amis puisque ça fait plusieurs années que je suis là-bas, Arts et Livres, donc juste en face du podium et en face de la buvette. Vous retrouvez tous mes livres, le roman du café, si tu savais, à la folie, et puis le roman du parfum. Venez me voir, c'est avec plaisir que je parlerai avec vous. Alors, hors micro, Pascal, je vous demanderai comment vous avez trouvé le café à la buvette, mais bon, je ne veux pas prendre le risque. Il est bon, c'est un bon carburant pour nous réveiller, c'est un bon carburant. Ah oui, c'est vrai que ça met en forme. Voilà, ça met en forme. Ça met en forme. Merci. Pascal Marmet, le roman du café aux éditions du Rocher, donc sur les librairies Art et Livres. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine pour le roman du thé. Pour le roman du thé, ça va de soi. On va faire une petite pause, puisqu'il est 11h30.